Iris, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Ah bah vous couchez tôt, vous, 15h40. Ah, bonjour. Avec les couvre-feu 18h, c'est vrai qu'on est un peu perturbé. Ah oui, c'est vrai, il faut se coucher tôt, on boit sa soupe à 17h, c'est vrai. D'accord. Pardon. Peut-être qu'on a le droit de se lever plus tôt, remarquez, on va décaler nos horaires, hein. Ouais, on va se lever à 4h du matin et puis finalement... Prendre l'apéritif à 15h. On va peut-être essayer, écoutez, pourquoi pas, il faut essayer moi. Bon, en tout cas, merci pour votre bonne humeur, ça fait du bien. Merci à vous, merci d'être là et de faire des émissions tout aussi agréables et très instructives, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Merci. Et moi-même, j'apprends avec mes invités différents tous les jours, et puis avec vous aussi, j'ai beaucoup appris. Moi, je me sens beaucoup plus riche aujourd'hui. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez nous raconter, Iris ? Je crois que les thématiques étaient un peu sur les pulsions. Alors là, je vais faire un enchaînement avec par rapport à l'auditeur de tout à l'heure. Ça va pas être vraiment dans le même registre, en tout cas pas aussi bas. C'était sur la notion des pulsions, effectivement, qui était de voir comment est-ce que nos pulsions peuvent changer aussi avec l'âge. Ouais. Et aussi avec le travail qu'on peut faire en développement personnel. Moi, je sais que quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez impulsif. J'étais assez dans la colère, dans l'impatience, dans l'exigence, bref, dans des choses comme ça. Je crois pas que ce soit lié à la jeunesse. Je pense que c'est vraiment un trait de caractère, en fait, par rapport à une éducation et par rapport à un environnement assez hostile. Et en fait, je me suis aperçue. En fait, il y avait une sorte de révolte qui se traduisait par de l'énergie qui sortait comme ça de manière assez violente et que vous ne pouviez pas contrôler, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est ce que disait Jean-Charles Bouchou tout à l'heure, c'est c'est de l'énergie et quand il y a des conflits internes, il faut que ça sorte. Quand on ne permet pas à l'énergie de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on confond parfois le passage à l'acte qui fait qu'on va, je suis en colère contre quelqu'un, je lui donne une gifle, ça c'est un passage à l'acte. Mais si je suis en colère contre quelqu'un et puis que je rentre chez moi et que je prends une plume et que j'écrive tout ce que je ressens, je vais exprimer ma pulsion, mais ça ne fait de tort à personne. Il ne s'agit pas de contenir la pulsion, il s'agit de savoir, cette énergie, je la connais, à condition d'accepter de la voir en face déjà, qu'est-ce que je vais en faire ? Et ça peut être, on peut facilement, une pulsion de colère par exemple, peut devenir un acte de création, et c'est très sain. Elle devient pulsion de vie à ce moment-là. Mais je pense que pour ça, il faut avoir une certaine maturité ou avoir pris la capacité de prendre un peu de recul. Oui. Pour que justement on puisse la transformer en quelque chose de positif. Bien sûr. Et c'est vrai que malheureusement, en tout cas c'est ce que j'ai un peu en tête, la notion de pulsion, et c'est qu'on la maîtrise pas forcément. Alors il y a des belles choses qui peuvent être sympas, mais en général c'est plutôt des choses qui nous dépassent un peu. Et c'est vrai qu'il a vraiment fallu que je fasse un travail d'introspective vraiment personnel, de développement personnel, pour arriver justement à comprendre moi, je crois qu'il y a une image qui va peut-être parler à tout le monde. C'est l'image d'une rivière ou d'un fleuve. Il a besoin de couler. Et quand il y a eu beaucoup de pluie, parfois ça déborde. Vous lisez dans mes pensées, j'allais dire exactement la même chose. Oui, c'est un petit peu comme... Nos retenues, c'est-à-dire que ce sont des barrages qui empêchent l'eau de s'écouler. Et à l'inverse, on peut créer des canaux sur les côtés, si vous voulez, de façon à ce que l'eau puisse s'écouler vers l'extérieur. Et plus on va créer de canaux, plus moins le fleuve sera tumultueux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour autant moins d'eau. Vous voyez ? C'est moins dévastateur et ce n'est même que plus intéressant. Alors c'est très étonnant que vous parliez tous les deux de symbolique de l'eau, parce que moi j'ai vraiment fait un travail de paix intérieure grâce au fait de faire une démarche de sourcière en fait. Énormément apaisée et c'est vrai que j'ai effectivement avec les voyages chamaniques j'ai vraiment pu atteindre une certaine forme de sérénité. Et justement, en développant ce côté spiritualité. Ouais, mais le chamanisme est très intéressant justement sur la canalisation des pulsions, mais en les laissant fortement s'exprimer. Oui, tout à l'heure nous sommes allés du côté du vide et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc moi forcément ça m'a mis en lien avec le bouddhisme parce que je pratique énormément la méditation, mais j'ai pratiqué aussi le chamanisme. Je suis allé en Amérique du Sud, j'ai rencontré des chamans là-bas. La première chose que vous fait faire un chaman en Amérique du Sud, c'est vous faire vomir. Donc il vous
vous donne par exemple une décoction de tabac, vous allez vomir, il explique, tu sais, c'est comme un bol. Si ton bol est plein, tu peux plus rien mettre dedans. Par contre, si tu le vides, à ce moment-là, tu vas pouvoir le remplir à nouveau et comme tu en as envie. Donc n'ayons pas peur du vide, bien au contraire, parce que c'est du vide que naissent les phénomènes et que naît notre avenir. On va revenir sur les sourciers avec vous, Iris. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, on continue à évoquer les pulsions. Iris, donc vous étiez très pulsionnelle. Hein, d'ailleurs, le terme impulsif vient de pulsion, hein, je suppose, hein, sans doute. Et vous avez appris à gérer tout ça, grâce notamment donc à votre travail de sourcière. Racontez-nous. Oui. En fait, moi, j'ai une expérience aussi. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a vécu en Guyane. Donc, on a eu des expériences en forêt amazonienne. Et j'ai eu la chance de rencontrer des Amérindiens du fait du métier de la personne de mon père. Et en fait, on n'a pas eu du tout du moins, on a eu une expérience totalement différente en famille ou avec les amis. On est allé en forêt, on a vécu en forêt, on a rencontré des chamans. Et en revanche, nous, il nous a fait passer par la nature, en fait. Pas du tout par l'introspection de douleurs physiques ou via des substances quelconques. C'était vraiment plutôt, je dirais... oui, le rapport aux arbres. Exactement, à la beauté de ce qui nous entourait et de la dangerosité, de voir comment est-ce qu'on ne sait qu'un. Et comment dans cette dangerosité, parce que quand vous arrêtez là-bas, vous mourrez, hein, et de voir justement dans ces conditions, je dirais, extrêmes de vie d'animal, de voir quelle place on avait et de voir justement à travers notre animal totem comment on pouvait justement se protéger de ça et comment on pouvait vivre en harmonie de ça et ne pas être attaqué justement. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que justement c'est comme ça que en voyant un certain nombre de choses et en vivant un certain nombre de choses, donc on était en carbet. Carbet, ça veut dire qu'on dort dans la nature et on entend tout et on ressent tout et on est avec les animaux en plein marais de Caux. Donc les marais de Caux, c'est l'un des endroits les plus préservés en Guyane. Vous vous retrouvez avec une faune et une flore assez dure, mais en même temps qui peut être assez magique. Et il y a justement beaucoup de magie qui se met en place, dans la mesure où on ne lutte pas avec ce qui nous entoure, mais qu'on est en harmonie avec ce qui nous entoure. Et moi, j'étais avec enfants, j'étais avec la famille, j'étais avec quand même de se mettre dans des situations qui auraient pu être compliquées avec des enfants en bas âge et tout ça. Et ça s'est excessivement bien passé parce que justement, il y a eu une connivence avec les Amérindiens. Qui étaient très proches parce qu'il y avait certains qui avaient été malades et donc du coup nous avaient appris des manières de soigner d'une manière classique donc dans nos hôpitaux et avec nos produits et d'une manière justement très ancestrale et de voir justement comment de comprendre ce qui se passait et de voir justement l'apaisement. Oui, mais là vous racontez un réel passage initiatique, hein, Iris. Et à partir du moment où on sait dormir dans ces genres d'endroits sans avoir peur, on libère ces fameuses peurs qui sont les peurs de ce qui va arriver, mais qui n'arrivent pas forcément. Même en ayant peur et en rencontrant sa peur. Parce qu'on a peur les premières fois qu'on dort en Amazonie. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui. Mais c'est des peurs qui sont là et qui finalement vont disparaître puisque de toute façon il ne se passe rien, on se sent protégé. Enfin, je veux dire, c'est dans ce sens. Ça reste l'Amazonie quand même avec des serpents, des araignées grandes comme ma main. Quand vous voyez les traces le matin de fauves qui sont passés à côté de vous alors que vous dormiez à 1 mètre du sol parce que le carbet n'était pas dispo ou vous êtes à 10 mètres de hauteur en général et qu'heureusement qu'on avait mis 4 pauvres bougies à nos 4 extrémités de carbet improvisées. On s'est dit quand même que notre vie avait tenu à une bougie et c'est vrai qu'aujourd'hui je les honore beaucoup les bougies, le feu, parce que c'est vrai que mais c'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je parlais bien de parcours initiatique, c'est-à-dire que vous êtes maintenant vous vous sentez protégé, quoi, je veux dire, il y a quelque chose qui... Ouais, et j'ai découvert mon animal totem du coup et ça... Alors c'est quoi votre animal totem? Je fais une devinette. Je fais une devinette. C'est un animal qui survit à beaucoup de choses. Alors là, un phénix peut-être. Parfait, bravo. Bingo. Donc voilà. Donc après, on me disait que les animaux totems pouvaient changer selon les situations, les moments dans la vie.
Mais en revanche, c'est quand même celui-là qui à chaque fois... Il y a un très joli jeu de Arnaud Rioux que vous connaissez peut-être, Iris, sur les animaux totems. Ce sont des cartes qui représentent des animaux, et pour ceux que ça peut intéresser, vous tirez une carte et puis vous voyez quel est votre animal totem. Et sur cette carte, il y a un petit livret évidemment, et on vous dit quelles sont vos peurs, quel chemin vous avez à emprunter. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympathique, justement comme manière d'un petit peu essayer d'aborder son ombre, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, complètement. Mais c'est fabuleux, hein, vous arrivez à un niveau de sérénité. Mais bien sûr. Et surtout de réponse, c'est-à-dire que quand vous voyagez, le voyage chamanique, il faut vraiment l'apprendre parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément bonnes, qui nous entourent aussi. Hein. C'est pas ce qu'on croit. C'est aussi des choses qui sont... et puis comme dans beaucoup de domaines comme ça, qui ne sont pas, comment dirais-je, réellement encadrés, il y a aussi tout et n'importe quoi. Hein. Se disent chamans certaines personnes qui sont peut-être pas très fréquentables. Hein. Je pense même une majorité, oui. Voilà, donc c'est évidemment... C'est un business. C'est devenu malheureusement... Oui. C'est comme ça que les choses pourrissent, c'est quand elles deviennent un business. Mais en tout cas, à l'origine, c'est évidemment les premiers magiciens. Hein. Oui, bien sûr, et ça se perd dans la nuit des temps. Voilà. Mais on avait reçu d'ailleurs Patrick Daquet il y a 1 an ou 2, je crois, qui a beaucoup écrit sur le chamanisme. Bon, écoutez Iris, en tout cas, bravo, hein, vous nous avez emmenés complètement ailleurs. Oui, vous nous avez fait voyager, merci. Merci. Merci à vous.